Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Comme d'habitude, je suis entourée de mes chroniqueuses de chic et de choc. Bonsoir Cindy Bajazet. Bonsoir Axel. Comment allez-vous après ces deux semaines bien reposées? Très bien. Alors comme d'habitude, avec vous, juristes, on va discuter d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, puisque c'est mon domaine de prédilection. Je suis entre autres formatrice à destination des porteurs de projets. Je suis moi-même chef d'entreprise. J'accompagne les avocats, les experts comptables dans le cadre de la sous-traitance juridique et les particuliers, les entrepreneurs et les associations pour toute la gestion administrative. Parfait. Avec nous, Maëlle Félix-Henry, directrice générale d'IRESA. Bonsoir Maëlle. Bonsoir Axel. Alors, vous êtes effectivement à la tête d'une structure qui forme les chefs d'entreprise également, et vous avez aussi un espace de coworking. Rappelez-nous quels sont vos champs d'expertise. Alors, j'interviens dans le cadre de cette chronique sur le volet entrepreneuriat, associatif, sportif, puisque j'ai à cœur de mettre en lumière justement tous les acteurs qui permettent de favoriser l'insertion et également le développement de notre territoire. Parfait. Autre experte autour de cette table, sur ce plateau, Joëlle Badralou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes blogueuse sur ld8.com et avec vous, on voyage. Exactement. Sur le plateau, nous parlons de tourisme et de gastronomie. Mes deux champs de prédilection. Très bien. Alors ce soir, nous avons comme invitée Coralie Cabarrus, qui est chasseuse de tête et également la fondatrice de Irobi, une plateforme de mise en relation entre candidats et employeurs. Et avec elle, on va discuter de la qualité justement du recrutement RH comme véritable atout de réussite pour les entreprises. Bonsoir Coralie Cabarrus. Bonsoir et merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes chasseuse de tête, on l'a dit. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors, chasseuse de tête, en fait, c'est un recruteur, si on peut le dire comme ça, qui va accompagner les entreprises dans le recrutement et l'insertion de collaborateurs. Mais il faut savoir que ce sont des profils difficiles et rares à trouver, en général sur le marché. C'est pour ça qu'on fait appel aux chasseurs de tête. Très bien. Donc, ce qui veut dire que là, la relation elle est presque inversée. C'est l'entreprise qui va aller chasser donc des profils et les débaucher. C'est ça. Donc la plupart effectivement des candidats que j'approche, soit des fois ne sont même pas à l'écoute du marché. Donc effectivement, il faut aller les chasser, il faut aller les séduire, leur proposer l'opportunité du client et les amener petit à petit à intégrer l'entreprise. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont en poste. Alors vous êtes également la fondatrice de la plateforme Irobi. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Alors Irobi, c'est une plateforme effectivement de recrutement. Tout comme différents job boards, l'idée c'est de mettre en relation des recruteurs et des candidats. La particularité, c'est que la plateforme s'adresse aux personnes qui sont effectivement en poste et qui ont un besoin de discrétion. On le sait, beaucoup de personnes le savent, lorsqu'on est en poste et qu'on est à l'écoute du marché, ça peut être pour différentes raisons, soit simplement savoir finalement ce qu'on vaut sur le marché, est-ce qu'on a de bonnes prétentions, c'est équivalent à nos compétences, ou alors simplement trouver une autre opportunité. Il peut être parfois difficile de se rendre disponible sans alerter les collègues, sans alerter le recruteur, et malheureusement des fois le fait que notre entourage professionnel soit au courant de notre recherche, ça peut créer effectivement des tensions, une mauvaise ambiance en entreprise. Donc c'est vraiment ça. Ça peut parasiter les relations professionnelles. Voilà, malheureusement. Alors concrètement, comment cela se traduit sur votre plateforme? Il y a un accès confidentiel, sécurisé, c'est un algorithme qui permet de mettre en relation. Comment ça se passe? Alors pas pour le moment en termes d'algorithme, c'est vrai que l'intelligence artificielle c'est encore un niveau de développement. La plateforme en fait, l'idée c'est l'anonymat. On se repose vraiment sur l'anonymat. Donc parfois effectivement oui on peut se poser la question quelle est la différence avec un autre site, avec LinkedIn par exemple. Là ce sont des personnes, je peux prendre mon exemple, je suis RH dans une entreprise, je vais aller sur la plateforme, je vais créer mon profil, donc je vais parler de mes prétentions salariales, je vais parler du lieu que
mon lieu cible de recherche. Et en fait, ce qu'on a mis sur la plateforme, c'est 4 questions. Donc notamment, quels sont vos points forts, quelle est votre situation actuelle, pourquoi vous cherchez à changer d'entreprise. Et en fait, il y a ces 4 petites questions auxquelles on répond. C'est un peu des questions type d'entretien, de préqualification, histoire de faciliter aussi le travail pour les entreprises. Donc en fait, on complète son profil et il y a des éléments effectivement qu'on ne va pas laisser apparaître sur la plateforme pour rester anonyme. Donc notamment son nom, son prénom, le nom de son employeur actuel ou précédent, l'année à laquelle on a obtenu son diplôme, parce qu'avec ça aussi, surtout sur nos territoires, on peut trouver très rapidement telle formation, telle année, et en plus elle intervient dans tel secteur d'activité, donc ça peut être cette personne. L'idée, c'est de ne pas être identifié et de faire sa petite recherche tranquillement, sans pression. Alors, question un petit peu poil à gratter. Vous nous avez dit que la discrétion est de mise pour des personnes qui sont déjà en poste, surtout des très hauts profils, à la recherche de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui pousse en général un collaborateur, une collaboratrice à vouloir chercher autre chose, même sur des postes très qualifiés et très bien rémunérés? Alors, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments qui font qu'on peut être amené à changer d'entreprise. Les premiers, je vais en citer 3, ça va être la reconnaissance, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans une entreprise, on se sent peut-être pas valorisé, on se sent pas peut-être, et ça va faire lien avec le deuxième, la rémunération. Des fois, on peut avoir différentes tâches, beaucoup de tâches, et finalement être payé peu. Donc les personnes peuvent changer d'entreprise pour avoir l'espoir de gagner plus, intégrer aussi une entreprise où, par exemple, la balance entre la vie perso et la vie professionnelle sera un peu plus équilibrée, et principalement, ça sera ça. Alors, ça sera, donc, il y avait chez les générations qui nous précèdent vraiment cette idée où on faisait une carrière, on passait toute sa vie dans une entreprise, un poste, même si on évoluait également. Est-ce que vous sentez une véritable différence générationnelle concernant l'approche et la culture justement professionnelle à ce niveau? Totalement, parce que il y a beaucoup d'études aussi qui ont été menées là-dessus. La génération à laquelle on a affaire maintenant, en fait, c'est une génération qui a vu leurs parents ou leurs grands-parents effectivement se donner à fond, se dédier totalement pour une entreprise. Parfois, elles ont été remerciées peut-être du jour au lendemain. Voilà, il n'y a pas eu cette valorisation des collaborateurs. Il n'y a pas aujourd'hui, les jeunes veulent d'abord vivre idéalement de leur passion, ou au moins avoir le matin quand je me lève, je sais que je vais faire quelque chose que j'aime. Je ne l'ai pas choisi par dépit, c'est vraiment ce que j'aime. Donc souvent ils se basent sur leur passion et essayent d'en faire une carrière professionnelle, s'adapter au mieux. Donc effectivement oui, la génération n'est pas la même, on ne s'adresse pas du coup de la même façon à ces personnes-là, et mon métier le prouve, il faut les séduire, il faut les chasser, il faut aller les attraper. Très bien. Alors du coup c'est intéressant parce que on parle beaucoup d'efforts que le salarié ou le collaborateur doit faire en général dans ce management un petit peu à l'ancienne entre guillemets, mais on parle peu de la culture d'entreprise à mettre en place pour pouvoir motiver les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est important vraiment aujourd'hui cette culture d'entreprise qui valorise les collaborateurs? Oui, effectivement. Alors comme je le disais, aujourd'hui cette génération a besoin de se sentir bien, tout simplement, dans leur entreprise, et ils ont besoin aussi de pouvoir s'identifier. Donc ça rejoint la marque employeur qui reprend donc la culture d'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, la plupart des personnes, lorsqu'ils vont postuler, déjà ils vont se renseigner sur l'entreprise, qu'est-ce qu'ils proposent comme type de travail, est-ce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'il n'y a pas de télétravail, est-ce que le nombre de RTT, enfin voilà, l'ambiance finalement qui existe dans cette entreprise-là. Donc oui, c'est effectivement, il faut faire attention à ça, et il faut pouvoir la communiquer, la présenter au public. C'est intéressant ce renversement de process, j'ai envie de dire. Oui. Alors avant, on se renseignait beaucoup sur les employés, les candidats, on va googliser leur nom dans un moteur de recherche, mais c'est vrai que beaucoup d'employeurs ne se rendent pas compte que de plus en plus, l'inverse est vrai maintenant. Qu'est-ce qui
attire après toutes les études qui ont déjà été menées dans votre secteur, ce que vous voyez aussi? Qu'est-ce qui aujourd'hui, si vous deviez citer 2 facteurs, qu'est-ce qui engage véritablement un collaborateur à rester, à donner son maximum dans une entreprise en dehors même du côté salarial? Alors, en dehors même du côté salarial, je dirais plutôt la valorisation. Ça, c'est la première chose. C'est l'engagement, la fidélisation du collaborateur. Et ça passe par quoi, cette valorisation, justement? Alors, la valorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être par rapport au salaire. Déjà, que la personne se sente respectée et valorisée pour le travail qu'elle fournit. Donc déjà ça. Ensuite, la capacité effectivement à l'entreprise de comme j'ai valorisation, mais c'est surtout comment aujourd'hui, lorsque cette personne fait un bon travail, comment je la remercie, je voulais parler notamment de la reconnaissance, voilà, la reconnaissance des personnes. Donc, comme je l'ai dit, donc il y a soit les prétentions ou tout simplement au quotidien. C'est la qualité de vie au travail. Voilà, c'est ce que je voulais dire, la qualité de vie au travail. Donc, il peut tout simplement, c'est lorsqu'on arrive dans un bureau, une entreprise, est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce que ça peut être simple, hein, de beaux locaux? Est-ce qu'il fait agréable? Est-ce que c'est agréable d'entrer dans l'entreprise? La façon dont on communique avec moi, est-ce que je me sens intégrée dans l'entreprise? J'ai des informations sur ce qui se passe, sur les événements de l'entreprise. C'est ça en fait qui aujourd'hui, une personne va se sentir à la fois valorisée et intégrée dans une entreprise. Principalement, ça serait bien. Alors, vous mettez l'accent sur l'expérience candidat avec votre plateforme Irobi et aussi dans un webinaire que vous avez animé pour l'association Guadeloupe Tech. De quoi parle-t-on exactement avec ce concept d'expérience candidat? Alors, l'expérience candidat, c'est calqué, inspiré de l'expérience client. Aujourd'hui, on sait que l'objectif d'une entreprise, c'est de faire en sorte que ses clients soient satisfaits des services, de tout ce qu'ils proposent. Donc en fait, l'expérience candidat, c'est basé sur ça. Je prends un exemple simple, côté expérience entreprise, expérience client, pardon. Lorsqu'une personne arrive sur votre site internet ou dans votre magasin, est-ce qu'elle va trouver facilement les informations? Est-ce qu'elle va facilement trouver ce qu'elle recherche? Et lorsqu'elle va sortir de votre magasin ou de votre site internet, est-ce qu'elle sera satisfaite finalement de son passage chez vous? Donc l'expérience candidat, c'est la même chose. C'est en tant que recruteur, quelle expérience je propose à mon candidat quand je vais le rencontrer? Ça peut être allons déjà au début de l'annonce. Quand il va lire mon annonce, déjà comment il va la trouver? Où est-ce qu'elle est publiée? Est-ce qu'il va la trouver facilement? Est-ce que ça sera difficile? Lorsqu'il va lire le contenu, est-ce que ça sera clair? Est-ce qu'il pourra s'identifier aux différentes missions? Je pense que les personnes, les recruteurs, les employeurs qui parfois peuvent recevoir des candidatures qui n'ont rien à voir avec l'annonce qu'ils ont publiée, c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que j'ai bien donné les détails? Est-ce que la personne a bien compris mon annonce? Et qu'est-ce que j'ai expliqué de ce que je veux faire et ce que j'attends aussi de la personne? Donc ça commence par ça. Ensuite, on peut parler aussi des entretiens. Comment on accueille une personne, comment on lui donne les informations pour réussir son entretien. Donc c'est ça, c'est faire en sorte que du départ de cette prise de contact jusqu'à ce que cette personne soit retenue ou non, est-ce qu'elle est satisfaite de l'échange qu'elle a eu avec moi? Très bien. Alors pourquoi est-ce que c'est important justement pour une entreprise de soigner cette expérience candidat? Alors c'est important parce que finalement c'est l'image qu'on renvoie à la population. Aujourd'hui, une personne qu'on va rencontrer en entretien, comme je disais, que la réponse soit positive ou négative, elle ira, elle a des connaissances, elle pourra, si ça s'est bien passé, elle pourra nous recommander d'autres candidats. L'entretien s'est bien passé, elle a gardé une bonne expérience, elle dit cette entreprise-là, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien, ok, je correspond pas, mais j'ai envie de faire en sorte qu'ils y arrivent en fait. Naturellement, on est impacté par ça. Et même si cette personne ne correspond pas, peut-être que son voisin, peut-être que sa maman, peut-être que son frère a les compétences et elle pourra nous les recommander. Donc c'est important. Et ce que beaucoup d'entreprises et organisations oublient souvent, c'est que même lorsque vous êtes en position de recruteur, c'est que votre potentiel candidat ou collaborateur peut être également un usager ou un client. Oui. Qui a un pouvoir de recommandation sociale aussi. C'est ça, effectivement. Cette personne, et surtout,
Malheureusement, des fois, on le fait beaucoup pour les profils juniors dans le recrutement. C'est-à-dire que, bon, c'est un junior, je ne prends pas forcément le temps de lui répondre, je ne prends pas forcément le temps de lui expliquer pourquoi. C'est le grand mal de beaucoup de jeunes diplômés qui reviennent ici en Guadeloupe, qui envoient des CV à qui on ne répond jamais. Voilà, mais peut-être qu'il ne va pas être embauché chez vous. Je peux prendre l'exemple d'un prestataire. Mais demain, à force peut-être de ne pas trouver, il va peut-être créer sa propre entreprise et il aura un service qui vous correspondra. Et demain, il va se dire, ouais, mais moi, j'ai peut-être pas à faire un choix entre deux entreprises. Il va valoriser forcément l'entreprise qui a pris le temps, qui l'a respecté, qui a pris le temps d'échanger avec lui, plutôt que celle soit qui ne l'a pas valorisé, tout simplement. D'accord, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même si une entreprise, un recruteur n'a pas retenu un candidat, premièrement, la moindre des choses, c'est qu'il faut répondre au moins, et que derrière, ça peut être intéressant d'avoir un suivi, parce que vous nous expliquez que à l'instant T du besoin, le profil ne correspond peut-être pas, mais que peut-être dans quelques années, ça peut devenir quelqu'un avec qui on peut collaborer, et c'est là que ça devient intéressant. C'est ça. En fait, c'est vraiment la vision du recruteur, que ça soit l'employeur, donc l'entreprise, ou le recruteur lui-même. Quelle vision, en fait, on propose et quelle vision on a tout simplement du recrutement. Est-ce qu'on recrute à l'instant T, donc c'est-à-dire j'ai besoin d'un comptable, je vais aller chercher des profils, je vais les traiter, hop, j'ai trouvé mon candidat, les autres, hop, de côté, poubelle, si on peut se permettre. Ou alors, je vais garder un lien avec ces personnes-là, donc c'est-à-dire dans 6 mois, je vais peut-être prendre des nouvelles, tout simplement. Et ça, on peut en parler dans l'automatisation. Il y a des éléments dans le numérique qui peuvent se mettre en place pour installer tout simplement cette automatisation-là. Mais est-ce que je vais prendre des nouvelles de ces personnes-là dans 1 an, dans 3 ans? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous êtes monté en compétence sur cet outil-là, cette méthodologie-là, qui fait que on aura gardé ce lien-là, et forcément la personne vous aura en tête. Ça sera plus facile pour vous de la recruter que si vous venez de nulle part, et c'est la confiance en fait. Très bien. Donc effectivement, on a compris, ça peut devenir vite ingérable aussi. Vous imaginez une entreprise, un recruteur qui reçoit un volume énorme de CV, de candidatures, et là vous nous donniez la piste du numérique. Oui. Quelles sont les pistes pour pouvoir mettre en place ce suivi et gérer ça? Est-ce qu'il faut forcément créer un poste, ou comment faire en vrai? Puisque je pense que les chefs d'entreprise et les recruteurs qui nous regardent ce soir sont vraiment preneurs de ça, puisque beaucoup d'entreprises, surtout en Guadeloupe, ont cette problématique-là. Mais moi, à Caribbean Boss Lady, j'ai cette problématique. Effectivement, je suis à la recherche de la perle de stagiaires et de collaborateurs. Je reçois un volume incroyable, mais ça peut être très très vite difficile de pouvoir répondre à tout le monde et de faire le tri et de suivre surtout. Oui, alors il y a différents éléments. Déjà, il y a des outils en ligne, on peut taper ATS. En fait, des ATS, ce sont des outils qui nous permettent de suivre les candidatures, déjà. Donc, on peut, avec cet élément-là, en fait, tout simplement, vous allez recevoir des candidatures et vous pourrez suivre, en fait. Donc, par exemple, c'est comme des petites cartes, vous faites avancer. Je vois que tout le monde est en train de noter. vous faites avancer. Celui-là, il en entretient 1. OK. Et vous pouvez noter. Directement dans cet outil-là, vous pouvez noter, en fait, tous les éléments qui sont en lien avec votre processus de recrutement. Ensuite, quelque chose des fois que je présente, on va dire simplement, souvent les recruteurs, les employeurs peuvent se dire oui, mais ça coûte cher de mettre en place des outils numériques. Non, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui sont gratuits. Par exemple, un ATS qui est gratuit, c'est Airtable, AIR Table comme table. Ça, c'est un outil qui peut être utilisé pour le recrutement, mais pour aussi plein d'autres activités. Effectivement. Bien sûr. On connaît bien. Voilà. Qui va vous permettre d'organiser, de structurer. Ensuite, ça peut être un formulaire simple. À partir du moment où on parlait de beaucoup de candidatures, je le disais, bien faire attention à la description de l'annonce. Mais ensuite, une fois qu'on a reçu les annonces, ça peut être simple. On va mettre un formulaire. Le formulaire, peut-être, va dire, est-ce que vous avez 2 ans d'expérience? La personne va répondre oui, non. Déjà, ça fait un premier tri. Vous aurez dans votre tableau, vous pourrez passer en priorité toutes les personnes qui ont l'expérience requise, et toutes les personnes qui ne l'ont pas, vous le verrez. Et toutes ces personnes-là, vous aurez forcément l'adresse mail, vous pourrez faire un retour à toutes ces personnes-là aussi. Donc déjà, un formulaire. Ensuite, on peut se dire, j'ai une annonce, j'ai reçu 50 candidatures.
pourquoi ne pas fermer temporairement cette annonce à 10 candidatures? Comme ça, ces 10-là, on pourra déjà les traiter et leur faire un retour de qualité. Si dans les 10, on n'a pas trouvé notre perle, on ouvre à nouveau l'annonce et on continue notre process de recrutement. D'accord. Alors justement, continuons sur les bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez suggérer aux recruteurs qui nous regardent ce soir en termes d'expérience candidat? Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour soigner non seulement sa marque employeur, mais également booster l'expérience candidat au niveau du recrutement? La communication. S'il vous plaît, la communication. On a ce grand sujet aujourd'hui qui est que ça soit en Martinique, que ça soit en Guadeloupe, que ça soit en Guyane, le Rouvigny, le retour au pays, voilà. Moi, ma grande question, c'est, ok, on veut que les personnes reviennent, mais quand elles reviennent, on leur dit quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces candidatures, de ces potentiels? Moi, j'ai beaucoup de candidatures, de personnes qui me disent, j'ai déjà postulé à telle entreprise, je suis perdue et je sais même pas en fait si ma candidature a été reçue. Donc déjà, communiquer, on a reçu ou on n'a pas reçu votre candidature. Est-ce que votre candidature est intéressante? Si oui, vous allez être invité en entretien. Et sinon, expliquez pourquoi. Je vais même pas rentrer dans le détail de l'entretien. Oui. Je vais même pas rentrer dans le détail de l'entretien, etc. Parce que c'est vraiment un process où il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais on va juste parler de la réponse en fait. Il y a des fois des messages automatiques, même si je ne prône pas ça, mais des messages automatiques. On a bien reçu votre candidature, mais on évite si dans 3 semaines vous n'avez pas reçu de nouvelles de notre part, c'est pas une réponse. Ouais, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Ça se trouve, la personne est en congé maternité, elle n'a pas reçu. Ouais. Donc, est-ce que notre candidature est traitée ou pas? On ne sait pas. Donc, au moins, faire un retour. Et ça, on peut le faire par la méthode déjà que j'ai donnée, sur le fait de fermer, ouvrir l'annonce. Ensuite, lorsque la personne ne correspond pas, moi en tant que recruteuse, chasseuse de tête, j'apporte de la valeur effectivement à mes candidats et c'est naturel, ça devient naturel en fait d'expliquer vous ne convenez pas pour telle raison. On doit maîtriser, en tant que recruteur, on doit maîtriser son sujet. Donc on sait dire au candidat pourquoi ça ne correspond pas. Parce qu'on aura fait le lien avec l'entreprise, avec les managers, on aura fait la description de poste, on sait pourquoi on ne retient pas ce candidat. Donc ça peut être... Des fois on préfère même quelque chose de pas très clair, de pas très détaillé, mais au moins on a une réponse. Et ensuite il y a des outils, les ATS, qui permettent de faire les retours. Et puis ça permet d'établir véritablement une relation de confiance et de transparence aussi. Oui. On est dans une île où il y a beaucoup de népotisme, voilà, le copain, la copine, le tonton, la tati, le bon filon. Et puis ça met aussi en confiance les autres qui n'ont pas forcément le réseau et on leur explique clairement les choses et là aussi on permet d'évacuer tous les doutes de népotisme quand il n'y en a pas, bien évidemment. Alors pour vous justement, l'experte en ressources humaines, en quoi la qualité du recrutement et le management de ces ressources humaines peut être un véritable outil, un levier de réussite pour un recruteur et son entreprise? C'est simple. Je vais encore comparer à l'expérience client. Vous entrez dans un magasin, on ne vous dit pas bonjour. Ou vous cherchez pendant un quart d'heure, personne ne vient vous voir, savoir si vous allez bien, si ça se passe bien, si vous trouvez, si vous êtes satisfait finalement. Donc c'est pareil, l'expérience candidat, c'est ça. C'est une entreprise, elle doit faire attention au fait que ses employés se sentent bien. Parce qu'un employé qui se sent bien, il a envie de performer, de surperformer. Il se sent valorisé, il se sent intégré dans l'entreprise, il a envie de donner plus, c'est naturel. On peut soi-même se poser la question, est-ce que j'ai envie d'aider une personne qui m'a insulté peut-être il y a 2 minutes ? Non, il y en a peut-être qui diront oui, mais en général, non. Donc voilà, c'est une entreprise qui fera attention, qui va un petit peu chouchouter ses collaborateurs, ça va être forcément rendu. Ensuite, pour revenir sur le process de recrutement, on va faire attention aux compétences qu'on intègre, parce qu'on les aura bien suivies, on aura fait en sorte de les intégrer. Une entreprise qui a des collaborateurs performants, forcément, c'est du gain de temps, c'est de la productivité et c'est du chiffre d'affaires. Ah bien oui. Il y aurait tellement à dire
Coralie Cabarrus, avec vous, même du côté candidat, sur la présentation de la candidature. Je pense qu'on va vous inviter au moins 2 fois encore. Avec plaisir. Il y a pour tellement pouvoir de choses à dire. détailler tout ça. Mais avant de vous poser nos questions en discussion, j'aimerais savoir de façon générale, quels conseils donneriez-vous aux employeurs pour faire de leur stratégie RH un vrai atout de réussite de leur entreprise, puisque ça, on a évoqué très rapidement beaucoup de sujets, mais peut-être qu'on ne leur dit pas assez ou ils n'en ont pas conscience assez. Alors, la stratégie RH, effectivement, comme je le disais, une entreprise, si elle ne va pas, tout seul, c'est difficile. On le sait, on est obligé de déléguer nos missions. Et il faut qu'on s'accompagne forcément des bonnes compétences. Et on peut aller même plus loin, pour aller chercher ces bonnes compétences, la RH, on y pense, la RH le recruteur qui va faire ce métier-là. Il faut qu'il puisse s'organiser, il faut qu'il ait le temps de bien faire et d'apporter de la qualité dans son travail pour aller chercher des personnes de qualité. Donc déjà, faire le point sur cette personne-là, quelle est son activité? Est-ce qu'elle a le temps justement d'apporter de la qualité? Si elle n'a pas le temps, il faut retravailler ça. Il faut faire un audit tout simplement de ses missions et d'apporter les éléments, comme on le disait, digitaux pour lui faciliter la tâche. Ensuite, naturellement, la former aussi aux bonnes pratiques, comme on parlait de communication, comment on communique, parce que finalement le recruteur, comme on l'a dit, c'est l'image de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, il faut faire attention à la façon dont on recrute, à la façon dont on communique, et parce que la réputation, c'est vraiment le nerf de la guerre. En tout cas, avec les personnes, notre nouvelle génération. Maintenant, c'est le nerf de la guerre. Il y a des plateformes, et premièrement, qui notent les entreprises. Ah, ça c'est bon à savoir. Vous tapez Glassdoor, c'est en anglais. G-L-A-2-S, d'or comme une porte en anglais, D-O-O-R. La porte de verre. Voilà. Là, ça dit tout. C'est un grand, et ça existe en hexagone. Faudrait qu'on le mette en place ici. Je pense qu'on aurait des retours assez intéressants, notamment sur les collectivités. Je dis ça, je dis rien. Glassdoor, donc en fait, c'est un site tout simplement où vous avez, que ça soit des employés actuels ou anciens employés, qui vont parler de la direction, qui vont donner des recommandations. C'est le TripAdvisor de l'entreprise. Exactement. Voilà. Donc il y a ça. Et après, il y a aussi le Best Place to Work. En fait, c'est une sorte de classement des meilleures entreprises. Best Place to Work, c'est le meilleur endroit où il fait bon travailler. Donc en fait, c'est le classement des entreprises où il fait bon travailler. Et sachez que ceux qui sont en haut, c'est pas mal pour eux. La vie est assez belle pour eux. J'imagine. En tout cas, pendant que vous étiez en train de nous donner ces adresses, j'ai vu toutes les chroniqueuses en train de noter sur leur petite fiche, sur leur téléphone. Alors, du coup, mesdames, vous qui étiez en train de noter, Maëlle, Félix, Henri, ça vous inspire quoi tout ça? Écoutez, je prends des notes attentives parce que nous sommes en pleine phase de recrutement. Et c'est vrai que quand on cherche des profils assez pointus sur des domaines tels que sont les réseaux sociaux, par exemple, puisqu'il y a un petit peu de tout et de rien, mais j'ai une exigence particulière étant dans le domaine de la communication. C'est vrai que du coup, je me rends compte qu'il y a certainement des ajustements à faire sur mon recrutement. Et c'est une très bonne chose puisque j'ai noté toutes les petites astuces. Donc, dès mardi matin, je serai au taquet dessus. Et de toutes les façons, comme j'ai déjà un premier lien avec Coralie, donc ce sera avec plaisir que je l'inviterai à IRESA pour aussi parler à nos entrepreneurs, puisque nous en accueillons pas mal et qui sont en permanence en recherche de nouveaux profils. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez intéressant pour justement les éduquer à cette culture d'investissement sur le recrutement, parce que j'ai bien noté que ça contribue au développement de nos territoires. Et du chiffre d'affaires aussi, je regarde. Surtout. De la guerre. Je regarde Cindy Bajazé parce que souvent Cindy Bajazé nous dit cela. Il faut se former, il faut bien s'entourer d'expertes. Et là, on a une experte qui vient de nous expliquer des choses qui peut-être peuvent nous échapper quand on a la tête dans le guidon. Ça vous inspire quoi, ce que Coralie Cabarrus vient de nous expliquer? En tant qu'employeur, ça m'inspire
découvrir beaucoup de choses parce qu'on commet des impairs, comme Maëlle, Félix-Henri viennent le dire. On ne sait pas comment en fait formaliser certaines choses. Et puis il y a cette fameuse façon également de recruter et de ne pas communiquer assez quand la personne ne fait pas l'affaire entre guillemets. Je trouve que c'est très important justement. Et vous le disiez, souvent en fait on a ce petit message qui nous dit passer un délai. Je pense en fait que la communication a du bon et qu'on prend du temps pour pouvoir rédiger un CV, une lettre de motivation. On est motivé. Donc en face, on aimerait effectivement avoir un retour considérable, en tout cas correct, pour pouvoir justement, et généralement, même si la personne ne fait pas l'affaire, moi j'étais dans la situation, des fois j'envoyais des CV, lettres de motivation, la réponse était négative, mais ces mêmes personnes m'ont contacté 1 an, 2 ans après pour pouvoir justement embrasser le poste. Et c'est des petites techniques comme ça qui feront du bien, que ce soit aux employeurs, que ce soit aux employés, au niveau des employés. Donc merci beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Alors je vous ai vu aussi, Joël, en train de noter activement. Très activement. En fait, j'ai été vraiment séduite par son discours parce que déjà, moi, je suis en phase de reconversion, on va pas se mentir. Votre critère de prédilection, c'est l'anonymat, c'est très bien. Moi, je le dis très clairement parce qu'en fait, vous le disiez, les générations de nos parents, ils embrassaient une carrière à vie. Nous, aujourd'hui, on a soif de bien-être au travail. On est curieux, on développe des compétences. Et lorsqu'on monte en compétences, au bout d'un moment, ça fait 16 ans pendant que je suis enseignante, on arrive à un moment où on se dit que toutes ces compétences pourraient être valorisées autrement. Et très clairement, un chasseur de tête, une chasseuse de tête peut nous aider à trouver le poste qui pourrait nous convenir pour quelques années et avancer, progresser professionnellement en fait. Donc oui, j'ai pris des notes et madame... j'ai retenu tout plein d'éléments. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Même moi, en tant que start-up avec Caribbean Boss Lady, je le dis parce qu'on se sent très vite dépassé quand on a la tête dans le guidon, surtout sur le côté RH. J'ai retenu l'automatisation des réponses également. Donc voilà, c'est vrai qu'on a reçu récemment beaucoup de candidatures sur les réseaux de Caribbean Boss Lady et ça va nous permettre de traiter les choses. D'ailleurs, je lance une petite annonce. Nous sommes toujours à la recherche de notre stagiaire assistant de production et community manager pour les experts au féminin. Voilà, ça c'est dit et vous aurez une réponse. Coralie Cabarrus, merci beaucoup. Vraiment, on a appris pas mal de choses et c'est sûr qu'on vous invitera parce que ça c'est un volet vraiment intéressant pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à nos initiatives et faire avancer les hommes et le territoire. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette première partie. On se retrouve tout à l'heure après la pause avec nos chroniqueuses. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie des experts au féminin. Et là, on entre dans une partie que nous aimons beaucoup, c'est la chronique de chacune des expertes. Alors, on va faire le tour de table. Maëlle, Félix-Henri, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, ce soir, dans la même lancée du mois de janvier, nous allons parler d'une association. Et cette fois-ci, il s'agira de Food Guadabel, une association qui est ancrée sur la valorisation des porteurs de projets dans le domaine territorial, mais vraiment culturel, associatif et aussi au niveau de l'art. Très bien. Alors, Amanda, ce soir, est par Skype avec nous, protocole Covid oblige. Et avec Amanda, on va découvrir une blogueuse, podcasteuse, Astrid, de l'exploratrice de l'intime. Je crois que l'intitulé parle déjà pour soi-même. Et Amanda pourra être par Skype tout à l'heure avec nous. Mais avant de passer à tout cela, Joël, je vous regarde, je sais que comme d'habitude, on va voyager, découvrir des choses extraordinaires. Alors, en ce mois de janvier, mois des bonnes résolutions, j'ai voulu faire un focus sur la cuisine végétale parce que nous sommes nombreux à vouloir un petit peu changer d'alimentation pour diverses raisons. Donc, on aura un très bel invité aujourd'hui, monsieur Thierry Jean-Louis, qui nous parlera de cela, de sa démarche pour intégrer beaucoup moins, voire plus du tout, de viande animale dans son alimentation.
Très belle invitée au sens propre comme au sens figuré. Et donc, Cindy Bajazet, alors ce soir avec vous, on parle d'une thématique qui vous tient à cœur avec une invitée, Élise Alexis du réseau 100 000 entrepreneurs Guadeloupe. Aujourd'hui, dans notre volet entrepreneurial, on abordera en fait la question justement de l'entrepreneuriat à destination des jeunes, en fait auprès des jeunes, et Élise Alexis va nous en parler justement. Très bien, on va donc l'appeler par Skype, elle est en duplex avec nous. Bonsoir Élise Alexis, vous êtes animatrice réseau au niveau de l'association 100 000 entrepreneurs région Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation et particulièrement celle de Cindy Bajazet. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci à Cindy pour cette invitation. Bonsoir Élise, un plaisir de vous recevoir en duplex au sein de l'émission Les Experts au féminin. Alors première question Élise, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association 100 000 entrepreneurs? Depuis combien de temps existe-t-elle et quelle est l'histoire de sa création? Oui. Alors l'association 100 000 entrepreneurs est une association d'intérêt général qui vise à transmettre l'esprit et la culture d'entreprendre aux jeunes âgés entre 13 et 25 ans. Donc l'histoire est assez simple finalement. Philippe Ayat, qui est le président de notre association, qui est écrivain, serial entrepreneur, se rend compte, donc, en regardant le journal, que les jeunes sont dans la rue en train de manifester pour leur retraite, pour la réforme des retraites justement en 2007. Et donc il décide avec des entrepreneurs également, des amis entrepreneurs, d'aller dans les classes pour inspirer les jeunes à l'esprit et à cette culture entrepreneuriale à avoir. Justement, vous parlez de culture entrepreneuriale auprès des jeunes. En quoi est-ce important pour l'association 100 000 entrepreneurs ? Alors, c'est important pour l'association 100 000 entrepreneurs, car entreprendre au sein de 100 000 est un état d'esprit qui signifie se mobiliser autour d'un projet et de le concrétiser. Donc, il est important pour les jeunes, il est important en tout cas pour que les jeunes prennent en main leur vie, qu'ils soient inspirés, et pour cela, on met en place donc, ces témoignages donc, de personnes qui ont réussi et qui pourront par la suite inspirer des jeunes. Par rapport à ça, justement, pour ce faire, quelles sont les actions menées par l'association 100 000 entrepreneurs? Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise interviennent au sein des établissements. Comment ça se passe concrètement? C'est ça, effectivement. Donc quand on souhaite transmettre cet esprit finalement entrepreneurial, on peut s'engager au sein de 100 000 entrepreneurs quand on est entrepreneur donc au sens propre, mais également salarié ou encore porteur de projet. 100 000 entrepreneurs, c'est un engagement de 2 heures qui est une action clé en main et qui permet donc assez facilement en fait d'intégrer le réseau et aussi donc de participer, de contribuer à une action d'impact auprès des jeunes. Et en quoi cela consiste d'intégrer 100 000 en fait en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise? Est-ce que vous avez une éthique à adopter au sein de l'association? Alors, en quoi cela consiste? On a donc différents formats d'intervention qui sont proposés, donc des interventions individuelles, des interventions un peu plus collectives. Effectivement, c'est important donc d'intégrer, donc quand on intègre ce réseau, de vouloir transmettre. Et une fois qu'on est convaincu de cette importance en fait de la transmission, on intègre le réseau assez facilement. Vous, à titre personnel, parmi toutes les actions que vous avez menées depuis que vous êtes au sein de 100 000 entrepreneurs, quelle est votre plus grande fierté? Alors c'est très difficile, j'ai réfléchi longuement à cette question, j'y réfléchis encore. C'est vrai que je pense que c'est l'action globale qui me rend le plus fière finalement, car c'est une action d'impact, c'est une action qui a du sens et on voit le résultat après l'intervention des entrepreneurs. Je me nourris aussi beaucoup des témoignages d'entrepreneurs que j'entends au quotidien et le retour et l'impact qu'il y a aussi auprès des jeunes. C'est vrai que c'est assez gratifiant. Et si on avait une chose à retenir de votre association, quelle serait-elle ? Ce serait que 100 000 entrepreneurs misent sur l'avenir
Si on s'engage auprès de 100 000, c'est qu'on est convaincu qu'en se mobilisant auprès des jeunes, on mise sur l'avenir. Donc je pense que ce serait ça, miser sur l'avenir. Wow, ça donne vraiment l'envie d'intégrer 100 000 entrepreneurs et je vous poserai la question que je pose à toutes les personnes qui acceptent en fait ce jeu de réponses et de questions. Quel conseil vous donneriez aux chefs d'entreprise, aux futurs chefs d'entreprise, aux jeunes justement qui souhaiteraient embrasser la casquette entrepreneuriale ? Alors, comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'un entrepreneur au sein de 100 000, c'est quelqu'un qui porte un projet. Donc pour nous, on est très jeune, on devient entrepreneur de sa vie. Et donc il est important de pouvoir s'inspirer, de pouvoir bien s'accompagner pour pouvoir entreprendre sa vie correctement. D'accord. Et comment faisons-nous pour pouvoir vous contacter à 100 000 ? Vous êtes sur les réseaux, un numéro de téléphone ou une adresse mail peut-être ? Oui, c'est ça, très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Vous pouvez également me contacter donc, par téléphone au 06 73 86 66 83 ou par mail à l'adresse elise@100 000entrepreneurs.com. Merci beaucoup Elise Alexis, un réel plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui et peut-être à bientôt pour une nouvelle émission. Merci Cindy, à bientôt. À très bientôt. Merci Cindy de cet entretien, puisque 100 000 entrepreneurs, c'est une association qu'on commence à bien connaître. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion d'intervenir pour 100 000 entrepreneurs au lycée, où ils ont pendant le mois de mars, ils font tout le mois spécialement dédié à la valorisation de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, d'ailleurs, je pense que cette année encore, ils vont avoir cette action et c'est très inspirant. On va à la rencontre de jeunes et c'est vrai que c'est surprenant parfois parce que c'est tellement pas commun d'avoir ce type d'interaction avec les lycéens ou même les collégiens également, parce qu'on intervient en collège aussi. Eh bien, je dirais aux chefs d'entreprise et même aux parents, vous seriez surpris de voir comment vos enfants sont très intéressés par des parcours de vie d'entrepreneurs, parce que au final, moi ce qui me fait sourire, c'est que les gamins, ils ont des questions très concrètes, ils sont cash, sans filtre, c'est du style « Madame, vous gagnez combien ?» D'ailleurs, c'est la première question. Et c'est vrai que ça nous fait rigoler, mais au final, c'est aussi une motivation pour des enfants à savoir, voilà, comment est-ce que je vais mettre en place une stratégie au niveau de ma formation, de collégien, de lycéen, pour pouvoir choisir ma branche. Ça vous tente, Maëlle, de cette expérience d'aller au contact des jeunes comme ça? Oui, tout à fait. De toutes les façons, je suis bénévole aussi au sein du réseau. Voilà. En fait, c'est-à-dire que j'interviens. J'ai déjà fait des interventions. Moi, je privilégie les zones dans lesquelles j'ai grandi, donc la région pointoise, donc au collège de Front-de-Mer, au collège du Rézé. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est très enrichissante. Et finalement, je me demande, à chaque fois que j'y sors, je me dis, mais en fait, je me demande qui de eux ou de moi ont plus grandi, parce que c'est vraiment des échanges et un moment de parentage qui est exceptionnel. Et souvent, ça me permet de réaliser tout ce chemin parcouru et surtout de me rendre compte qu'il y a un vrai impact sur la jeunesse. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est inestimable comme expérience. Tout à fait. C'est vraiment la question du rôle modèle. Les modèles inspirants et positifs que l'on peut mettre à disposition de cette jeunesse que l'on ne valorise pas assez. Et c'est vrai que ça commence par là aussi. Si on ne montre pas à nos jeunes qu'il y a d'autres personnes qui leur ressemblent, auxquelles ils peuvent s'identifier, qui ont des parcours de vie similaires et qui pourtant y arrivent, bon, c'est sûr que ça peut être compliqué. Joël, ça vous parle, cette démarche également? À 200%, nécessairement. Je trouve que l'entreprise devrait avoir plus de place au sein de l'école. Et pas qu'au collège et au lycée, dès les petites classes, qu'ils puissent avoir des modèles, des exemples, des personnes inspirantes, se projeter. Et dès le plus jeune âge, ça m'a l'air vraiment très très important. C'est une très belle association. Vraiment, très beau sujet. C'est pas à quel point en fait, ça peut donner l'envie aux jeunes en fait, d'entreprendre. Comme Maëlle, je suis aussi
bénévole au sein de l'association 100 000 et franchement, j'interviens très souvent. Et je me suis aussi reconnue parce que mon défunt papa était était à l'éducation nationale, c'est quelqu'un de très proche des élèves et il avait un impact en fait sur ces élèves-là. Et du coup, quand on y va, c'est aussi une façon de leur parler, de leur dire qu'on n'a rien sans rien, puisqu'ils nous voient comme ça arriver. Et puis ils se posent la question, c'est toujours la première question qu'on nous pose, Madame, vous gagnez combien? Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi leur montrer que sous toute cette facette, il y a du travail, qu'il y a beaucoup de travail et qu'on n'a rien sans rien. Et ça, moi, je reçois des messages d'élèves en fait, qui m'envoient des mails, des textos pour me remercier ou pour me dire que ça leur a donné envie de continuer. Parce que souvent aussi, on leur ferme les portes parce que il faut, comme on le dit souvent, s'entourer de personnes solaires et ils souhaitent par exemple embrasser une activité, il n'y a pas de sous-métier, on leur dit par exemple souvent oui mais tu sais dans cette filière-là c'est fermé, etc. À bien faire les choses et à pousser les portes, on peut y arriver et voilà, ça leur donne en fait un exemple en fait. Nous sommes... Ça ouvre une fenêtre sur de belles perspectives. Parce que pour peu qu'il n'ait pas d'entrepreneur de leur entourage proche, être en contact avec vous, ça leur ouvre des perspectives et c'est vraiment très intéressant. Vraiment. Tout à fait. J'adorerais avoir ça comme je à l'école. D'ailleurs, Joël, peut-être que vous interviendrez bientôt. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais c'est très important, effectivement, d'avoir ces jeunes au contact d'entrepreneurs et qui leur disent la vérité aussi des choses que vous disiez, Cindy, remettre au centre de tout les valeurs, travail et mérite. Parce qu'on voit tellement de choses, l'argent facile, la réputation, la célébrité facile sur les réseaux sociaux. Souvent, on oublie ça. Les longues nuits sans dormir, les coups durs aussi, on en parle. Ça, il faut en parler, il faut dire la vérité. Je profite d'ailleurs pour saluer toujours dans la même dynamique aussi le réseau justement Entreprendre en lycée, Entreprendre en collège et également l'association Jeunesse Outre-mer et aussi Guadeloupe Tech qui ont des initiatives dans ce sens. Il n'y a jamais trop d'acteurs pour pouvoir aller au contact des jeunes et les encourager. Très bien, donc sans transition, je me retourne vers vous, Maëlle Félix-Henry. Aujourd'hui, on va parler de cette association, toujours le secteur associatif, qui porte des initiatives très intéressantes, c'est Foot Guadabel. Exactement, c'est une association que j'aime beaucoup puisqu'elle valorise d'autres talents. Sa fondatrice, Leslie Morvani, comme dit souvent qu'il y a énormément de pépites en Guadeloupe. Et donc, son rôle, c'est vraiment de les valoriser, de les mettre devant de la scène au travers de ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, pour qu'on puisse voir justement la richesse, mon île, ma richesse, un de ses seconds credos, mettre en avant tout cela et montrer justement toutes les compétences qui sont sur notre territoire. Très bien. Alors, pour découvrir l'association Foot Guadabel, nous regardons un reportage de Marius Mathieu. Foot Guadabel, c'est un concept de valorisation des talents et du patrimoine guadeloupéen. C'est un concept qui a pris naissance tout d'abord en 2019 sur les réseaux sociaux et qui ensuite s'est transformé en association en 2020. Foot Guadabel, finalement, ça signifie qu'elle est belle notre Guadeloupe, ô combien elle est belle et à quel point elle regorge de pépites et de richesses. Nous, on a tendance à se qualifier de team dénicheuse de pépites. Donc on cherche, on est en veille permanente au quotidien et on va à la rencontre, que ce soit virtuellement ou que ce soit physiquement, de ces personnes, de ces talents qu'on considère qui devraient pouvoir être connus et reconnus de tous. Bien souvent, comme on aime à le dire, ces talents ou pépites, comme on les appelle souvent, sont cachés et l'idée justement c'est de sortir un peu des sentiers battus et de les faire découvrir, connaître ou reconnaître. Alors cette année, donc il y a quand même eu le calendrier de valorisation des pépites, il faut que je revienne là-dessus, qui a été créé et lancé fin 2020, en décembre 2020. Où là on a été à la rencontre d'un certain nombre de talents, d'acteurs du territoire guadeloupéen.
Et par la suite, on l'a décliné en version femme, spéciale femme, donc pour le mois de mars. Donc ça, c'était en mars 2021. Ensuite, on a pu se rencontrer, puisque l'idée, c'est aussi de sortir du monde virtuel et de se rencontrer en réel pour pouvoir échanger réellement. Et donc, on s'est rencontrés en juillet avec les adhérents et certaines pépites. Et on s'est de nouveau rencontrés, cette fois-ci en décembre dernier, à l'occasion donc du premier marché des pépites by Food Guadabel. Évidemment, en 2022, on déclinera le calendrier de valorisation des pépites, donc un jour une pépite. On réitérera aussi l'édition du marché des pépites, parce que c'est une édition qui a beaucoup plu et du coup, on nous a demandé de pouvoir la relancer. Donc ce sera ça, et il y aura quand même un volet culturel important, puisqu'on est bien conscient que la culture a pas mal souffert ces derniers temps, dernières années même, et du coup on aimerait un peu la valoriser, la mettre à l'honneur, mettre les acteurs locaux, associatifs et culturels en avant, et puis encore une fois sortir du virtuel et se rencontrer davantage dans la mesure du possible. Alors je parlerai d'enjeux au pluriel, puisqu'il y en a pas mal je pense, pour les associations telles que Food Guadabel, à commencer par la promotion de notre archipel, véhiculer une image positive, susciter et éveiller les consciences en fait, favoriser peut-être aussi le retour au pays, mettre en avant les initiatives locales, encourager l'entrepreneuriat, développer le territoire de manière plus globale, et servir finalement d'exemple et permettre aux acteurs, aux pépites, aux talents, à ceux qui font la Guadeloupe de s'exprimer. Alors, Food Guadabel, comme vous avez vu, c'est une association qui a vraiment une mission très impliquée pour le développement de notre territoire, parce qu'on en a besoin. On a besoin de voir justement les personnes qui brillent en Guadeloupe et aussi au-delà, puisque elle met en valeur des personnes qui sont également dans l'international. Et ça donne un attrait au développement du territoire qui nous permet de voir qu'il y a de très belles choses qui se font, et que le territoire bouge au-delà de tout ce qu'on pense. Il y a vraiment de très belles initiatives dans tous les secteurs d'activité, et on a la possibilité d'entreprendre avec cet attrait traditionnel en gardant au cœur de nos vies nos racines, nos traditions, et cela, je trouve ça vraiment merveilleux, parce que c'est une association qui est vraiment très ancrée et qui a un très beau développement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mesdames, avec 100 000 entrepreneurs et les autres, la question des modèles. Valoriser les gens qui font chez nous, dans lesquels nos jeunes, moins jeunes aussi parfois, peuvent se reconnaître et qui peuvent motiver d'autres personnes. Ça me fait penser à une autre personne qui valorise aussi beaucoup les talents de chez nous, c'est Yasmine Camier avec son initiative Talent en nous, et on espère, on attend vraiment la nouvelle version de Talent en nous. Ce sont des initiatives vraiment complémentaires, et on a hâte de voir pour le mois de mars, surtout ce calendrier des pépites féminines. Enfin, à titre perso, je les suis sur les réseaux sociaux et je trouve ça juste extraordinaire, vraiment. Peut-être qu'on va retrouver, Joël, votre invité, sujet de votre chronique aujourd'hui dans les pépites Food Guadabel. Ce serait très 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 probable. À surveiller. Alors, avec vous justement, on discute de cuisine végétale avec Thierry Jean-Louis. Exactement, tout à fait. Mais en fait, la cuisine végétale a pris beaucoup d'essor ces dernières années, en métropole et en Guadeloupe aussi. Il y a des initiatives comme... comment elle s'appelle cette pâtisserie? Végédélice. Végédélice, voilà, oui. Qui a un succès fou. Parce que de plus en plus, les gens, en fait, ils développent une philosophie de vie dans laquelle il y a moins ou plus du tout de viande animale. Donc il y a différentes nuances. On parle de végétalisme, de végétarisme, de véganisme. Et notre invité du jour va un petit peu nous déblayer le terrain, nous donner un petit peu des informations sur tout cela. Et on part à sa rencontre parce que ce qu'il réalise sur Instagram est très intéressant. Très très intéressant. Il partage beaucoup de recettes. Il partage sa vision aussi. Il fait œuvre de pédagogie. Donc c'est très intéressant. On y va, reportage ? Très bien. On discute après. Parfait. Reportage de Marius Mathieu.
Je suis vegan, je fais de la cuisine vegan et j'ai commencé par faire une activité déjà sur mon Instagram. Je montrais un peu les plats que je faisais. Au départ, j'étais végétarien et après, au fur et à mesure, tout naturellement, je suis devenu vegan. Voilà. Le végétarisme, quelqu'un qui est végétarien, c'est quelqu'un qui a exclu en fait tous les produits carnés de son alimentation, viande, poisson. Mais il peut consommer encore des œufs, du miel et des produits laitiers. D'ailleurs, dans le végétarisme, il y a différentes catégories. Il y a le pesco-végétarien, c'est celui qui consomme du poisson. Il y a le ovo-végétarien, c'est celui qui consomme les œufs. Et il y a le lacto-végétarien, celui qui consomme les produits laitiers. Voilà. Dans le véganisme, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui exclut les produits carnés de son alimentation. C'est un végétalien, dans ce cas. Il ne consomme plus de miel, ni d'œufs, ni de produits laitiers, mais ça va au-delà de ça. Le véganisme, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie où on essaye, non c'est même pas qu'on essaye, mais on ne participe pas à la souffrance animale. Voilà. Donc on fait en sorte de ne pas utiliser par exemple de produits textiles comme le cuir. On évite d'utiliser des produits cosmétiques qui ont été testés sur les animaux. Même dans la médecine par exemple, si on sait qu'il y a beaucoup de comprimés qui sont faits à base de gélatine de porc. Donc si on peut trouver une alternative, on l'utilise. Voilà. Alors, ce qui m'a poussé à devenir végétarien dans un premier temps, c'est une prise de conscience déjà sur la santé, parce qu'en me renseignant, en regardant des documentaires, en prenant des informations un peu partout, je me suis rendu compte que le fait de consommer de la viande, ce n'est pas forcément bon pour la santé. On sait tous que dans l'élevage, la viande, les animaux, ils sont bourrés à base d'antibiotiques, et le fait de consommer ces antibiotiques par la suite n'est pas forcément bon pour le système immunitaire. Après, par la suite, pour devenir vegan, c'est toujours la même chose en fait. Ça fait partie en fait de cette prise de conscience. Comme je l'ai dit, de ne pas participer à cette maltraitance animale. Donc, pour moi, il a été mieux en fait d'exclure tous les produits carnés de mon alimentation. Et comme je vous ai dit, ça va au-delà de l'alimentation. Donc, dans les loisirs, par exemple, on ne participe pas aux zoos. On va pas dans les zoos. On va pas dans les cirques. On va pas dans les delphinariums. Avec la situation actuelle, la crise sociale, on a tous connu ce que c'est le confinement. Personne n'a aimé ça. Donc imaginez des animaux qui ont vécu toute leur vie dans des zoos, dans des petits parcs. On sait très bien que c'est pas là que les animaux doivent vivre. Qu'est-ce qui m'a poussé aussi à faire ça? C'est... laissons les animaux tranquilles. C'est une nouvelle philosophie de vie et qui ne peut être que bénéfique en fait, que ce soit pour l'homme, pour sa propre santé, pour la terre et pour l'environnement. Oui. Voilà. Dans ma communauté sur Instagram, j'ai beaucoup de curieux qui s'intéressent au véganisme, mais qui ne forcément n'ont pas encore toutes les connaissances pour pouvoir se lancer. Donc mon travail, c'est de leur montrer. Effectivement, mon compte, c'est un compte food, donc je leur montre toutes les alternatives, comment on peut s'alimenter lorsqu'on est végétarien, lorsqu'on est vegan. Donc, c'est toutes ces petites astuces que j'apporte grâce à ce compte-là. Après, je leur apporte des informations, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de retours, besoin de conseils. J'apporte aussi des informations sur... La vie des animaux en fait causée par l'élevage, ce que les conséquences en fait de l'élevage apportent cause à l'environnement. Il faut savoir que 80% des terres agricoles sur Terre, 70% des terres agricoles sur Terre sont utilisées pour l'élevage en fait, alors que les trois quarts, toutes ces terres en fait agricoles pourraient servir pour alimenter la planète entière. Voilà. Même au niveau des animaux, je rapporte des informations telles que par exemple 3,2 millions d'animaux meurent par jour en fait pour pouvoir alimenter les hommes sur Terre. Et pourtant il y a encore des gens qui meurent de faim.
En tant que vegan, c'est le travail qu'on fait. On ne va pas forcément dire aux gens arrêtez de manger de la viande, il faut leur faire comprendre pourquoi, quel est l'enjeu. Le premier conseil, c'est de savoir pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour l'environnement? Est-ce que c'est pour les animaux? Moi, ça a été pour les animaux, tout de suite. Parce qu'après, ça en découle, c'est naturel. Vous arrêtez de participer à la souffrance animale, forcément, ça va en découler des vibes positives pour l'environnement, mais aussi pour votre santé. Puisqu'il a été montré qu'une alimentation végétalienne est viable en fait. On peut vivre très bien en étant vegan. Mais par contre, en mangeant de la viande tous les jours, non. On met notre santé en danger. Ensuite, s'informer, être curieux, aller prendre les informations. Beaucoup de personnes dans mon entourage me demandent des informations concernant les carences. Pour moi, ça reste un faux problème parce que on peut très bien en fait avoir toutes les informations concernant l'alimentation végane, l'alimentation végétalienne. On peut avoir très facilement les informations concernant les protéines, concernant les minéraux, et puis manger varié, manger des fruits, manger des légumes. N'ayez pas peur dans les recettes d'essayer. Vous avez raté une recette aujourd'hui, c'est pas grave, on va recommencer demain. C'est comme ça au fur et à mesure. Moi j'ai commencé comme ça la cuisine. La cuisine chez moi c'était pas inné, je cuisinais pas à la base, donc c'est à force d'essayer qu'on découvre voilà. Alors prochainement je compte mettre en place des ateliers cuisine à domicile pour toutes les personnes qui veulent apprendre à cuisiner végétalien, 100% végétal, donc je pourrais leur proposer mes services. Ensuite là je travaille sur un petit projet personnel que je souhaite mettre en place très prochainement. Ce serait de la restauration où il y aura aussi de la distribution de café, de boissons chaudes, mais tout tourné autour du végétal. Voilà. Alors, un beau plat vegan, c'est un plat pour moi qui a beaucoup de couleurs et beaucoup d'épices. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur mon compte Instagram de gens qui disaient j'aime la viande parce que c'est bon, le goût. Mais qu'est-ce qui donne le goût à la viande? C'est les épices. Tout le monde aime épicer sa viande, c'est les épices en fait qui donnent le goût de la viande. Parce que vous mangez de la viande sans épices, non, personne ne peut le manger, c'est pas possible. Donc ne pas avoir peur d'utiliser des épices, utiliser les épices, le poivre, vous avez le paprika, vous avez les graines à roussir, qu'on utilise dans le colombo, vous pouvez très bien l'utiliser dans tous vos plats. Et comme je disais, de la couleur. Il y a un plat que j'aime faire, c'est des gombos. Les gombos, beaucoup de personnes n'aiment pas les gombos parce que c'est très gluant. La texture est très gluante et c'est pas forcément très appétissant lorsqu'on voit ça. Mais faites-le au four, faites-les rôtir au four, faites-les poêler, c'est excellent. Alors, pour moi qui ne suis pas fan des gombos, je retiens l'astuce de Thierry Jean-Louis. Mais en tout cas, super sujet, Joël, et on se rend compte que ça va au-delà de la food. Il y a une vraie économie et une philosophie autour de tout cela. Oui, tout à fait. Ça va bien au-delà. Il y a des marques qui se sont développées ces dernières années avec des faux cuirs pour pouvoir toucher cette cible-là. Les top chefs aussi se mettent à la cuisine végétale. Le gagnant 2020, David Gallienne, que j'avais eu le plaisir d'interroger à son restaurant à Giverny, toute sa philosophie de cuisine est autour de cela. Son dernier ouvrage, d'ailleurs, nous donne plein d'idées de recettes intéressantes. Je pense aux femmes Chloé Charles, je pense à Sarah Mingui qui œuvrent là-dedans. C'est super. Et ce que j'apprécie chez Thierry Jean-Louis, c'est que c'est beau et bon. On voit les images à l'écran et c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés autour de la cuisine végétale où on se dit qu'il n'y a pas forcément de goût et que c'est pas toujours présentable. C'est faux. Et on le sait de plus en plus grâce à des personnalités comme lui. Moi, quand je vais au restaurant,
j'aime l'esthétique des assiettes. Ouais. Ça participe pour moi à mon plaisir. Et avec sa galerie Instagram, on se rend compte que c'est possible. C'est terminé, ça, les végétariens qui mangent triste. C'est faux. C'est complètement faux. Non, ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il y a une vraie pédagogie. On est loin du cliché des véganes extrémistes que l'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans la rue, beaucoup en Europe aussi, et qui vont mener des actions un peu coup de poing devant les boucheries, par exemple. C'est dommage, c'est dommage. Il y a de la place pour chacun, en fait. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il est là pour informer ceux qui ont envie de l'être. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Beaucoup de personnes ont envie de mettre moins de viande pour leur santé. D'autres, ça va être pour effectivement les animaux, la protection animale. D'autres encore pour l'environnement. Ce qui compte, c'est que chacun fasse un petit pas. S'il a envie d'exclure totalement, grand bien lui fasse. S'il a envie d'y aller doucement, qu'il y aille doucement. Il faut écouter chacun. On ne va pas saccager les boucheries parce qu'on est végane. Enfin, c'est pas possible. C'est leur métier. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les accompagner pour que tout soit fait le mieux possible pour les animaux, qu'il y ait une vraie traçabilité. Il y a des choses à faire. En tout cas, ce que je retiens, surtout avec les explications de Thierry Jean-Louis, c'est qu'au-delà du côté alimentaire, il y a une philosophie de vie, mais quelque part, il y a un véritable enjeu de civilisation également. Et pour l'ancienne prof de philo que je suis, c'est toujours le perpétuel débat entre nature et culture. Et peut-être qu'on n'aura pas assez de 4 heures, justement, ni même de cette émission pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, très intéressant sujet. Joël, où est-ce qu'on peut retrouver Thierry Jean-Louis? Alors, sur son compte Instagram, et le 26 février, il a livré un atelier cuisine végane avec nos amis de Foodil. Très bien. Un atelier Foodil avec Jessica Brudet. Excellent, excellent. Et cet atelier, il va porter sur la cuisine végétale, et il aura la cuisine végane. Il aura lieu où? Est-ce qu'on peut on aura toutes les infos sur Atelier Foodil avec le lieu, les horaires et le tarif. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Joël. On va retrouver Amanda via Skype pour lancer sa chronique. Bonsoir, Amanda. Merci de nous rejoindre par Skype. Comment allez-vous? Ça va très bien dans le froid, mais ça va. Depuis Paris, et on disait que protocole Covid oblige. Vous êtes avec nous par Skype et nous allons parler d'une de vos découvertes sur les réseaux sociaux. Alors oui, pour être dans la continuité de l'émission précédente, alors en cherchant tout simplement sur Instagram, je suis tombée sur Exploratrice de l'intime. Alors c'est Astrid, qui est kiné et qui parle librement de sexualité, qui accompagne les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Donc, normalement, elle nous a préparé un petit truc et on va en savoir plus sur son activité. On découvre Astrid, créatrice et fondatrice du podcast et des pages exploratrices de l'intime, que nous avons rencontrée juste avant l'émission pour une interview enregistrée. Je m'appelle Astrid, je suis la créatrice d'un podcast qui s'appelle Exploratrice de l'intime. Mon corps de métier, c'est d'être kinésithérapeute. J'exerce ce métier depuis plus de 10 ans maintenant et ayant comme spécialité le fait de faire de la rééducation périnéale, j'ai aussi en fait eu un intérêt à aller parler des sujets féminins qui touchent justement la sexualité et les douleurs en rapport justement avec la sexualité, dans la mesure où j'ai beaucoup en fait rencontré de patientes qui avaient ces problématiques-là. Donc afin de pouvoir vulgariser ces notions et pouvoir partager un maximum d'informations avec plus de femmes qui sont souvent en fait ignorantes des solutions qu'on peut leur apporter, j'ai décidé de créer ce podcast pour pouvoir en parler plus sereinement et plus librement. Le projet en fait que je porte, il est très très bien accueilli. C'est au contraire justement extrêmement stimulant parce que je vois que la parole se libère et
et qu'il y a énormément de femmes et d'hommes aussi en fait qui apprécient de pouvoir parler de ces sujets-là en toute sérénité. Donc pour moi, il n'y a pas de notion de gestion en fait de tension ou de crise à propos de ça, parce que justement en fait je perçois plutôt un soulagement sur le fait d'avoir un espace de parole qui soit safe et bien encadré sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Le premier conseil que je donnerais à ces femmes, ce serait peut-être de commencer à s'informer pour elles-mêmes. Si le fait de rentrer dans une démarche de conversation leur semble pour l'instant trop compliqué, parce qu'elles n'ont pas forcément les personnes adéquates autour d'elles pour en parler, ou qu'elles ne savent pas forcément comment aborder ces sujets-là, il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui sous la forme de livres, d'articles sur les réseaux sociaux, et autres. Il y a énormément de ressources qui existent, et le fait de commencer à s'informer et donc de commencer justement à avoir des connaissances à propos des problématiques auxquelles on fait face, ça peut être une façon de se sentir plus à l'aise et plus en confiance pour pouvoir aller ensuite discuter avec des personnes que l'on reconnaîtra comme étant des personnes de confiance. Ces personnes de confiance, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être aussi des membres de la famille, des amis, ça peut vraiment être tout type de personnes, mais dans un premier temps, informez-vous et essayez d'avoir un maximum de connaissances afin de vous sentir plus à l'aise dans les sujets que vous allez vouloir aborder. J'ai beaucoup de questions sur beaucoup de sujets différents en rapport avec la sexualité, mais les sujets qui reviennent fréquemment, ça va bien sûr être les problématiques de douleurs au rapport. Les douleurs au rapport peuvent être provoquées par beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup d'abonnés qui vont venir me partager un petit peu les symptômes auxquels elles font face et leurs difficultés par rapport à ça. Donc l'idée, ça va être de les rediriger vers des sources d'information ou des professionnels de santé qui seront en mesure de pouvoir les aiguiller sur le fait de poser un diagnostic qui soit plus pertinent. Et je vais aussi avoir beaucoup de retours d'informations sur tout ce qui va être en rapport avec la communication au sein du couple, le fait de connaître son corps aussi, parce qu'il y a beaucoup de notions et il y a beaucoup de vocabulaire qu'il est très intéressant d'aller approfondir, parce que finalement on ne connaît pas si bien que ça le corps des femmes, même encore aujourd'hui en 2022. Donc je vais avoir beaucoup de retours et de questions sur ces sujets-là. Et puis après, tout ce qui va être en rapport avec les problématiques de désir ou autres sont aussi des sujets qui reviennent souvent. Je pense que avoir une sexualité épanouie, et par sexualité, je vise vraiment tout ce qui est en rapport avec la sexualité, pas juste l'acte à proprement parler, en fait, qui est dans le cercle intime. La sexualité à proprement parler, c'est quelque chose que je considère comme quelque chose de très nourrissant, d'accord ? Et ça, c'est à la croisée en fait d'énormément de choses. C'est à la croisée de la connaissance de soi, de la connaissance de son corps, de son propre fonctionnement, du contrôle ou non que l'on peut avoir sur son corps. Ça aussi à la croisée de la façon dont on va se retrouver en communication avec un ou une partenaire, la façon dont on va décider de rentrer dans une relation intime avec ce ou cette partenaire. C'est aussi politique pour certaines personnes, la sexualité. Ça regroupe aussi beaucoup de facteurs sociologiques, c'est à la croisée de la santé aussi. Et tous ces sujets-là, véritablement, sont au cœur en fait de nos vies. Et donc la sexualité est aussi au cœur de nos vies. Et être capable justement de vivre cet aspect de sa vie en étant épanoui, c'est le meilleur moyen de se sentir justement leader de son existence, je trouve. Alors, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, sous l'identifiant @exploratrice de l'intime, tout attaché. J'y parle beaucoup de sexualité, bien sûr, mais aussi d'autres sujets en rapport avec la santé des femmes. J'ai aussi le podcast qui est présent sur toutes les plateformes d'écoute que l'on connaît, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., qui est pareil sous le même nom, Exploratrice de l'intime. Voilà. Voilà, interview réalisée juste avant l'émission avec Astrid, exploratrice de l'intime. On va reprendre Amanda par Skype avec nous et qui va nous dire ce qu'elle pense de cette initiative, on a dit, avec Astrid, qui a cette page Instagram, exploratrice de l'intime, et qui est également présente avec ce podcast, l'exploratrice de l'intime. Amanda, qu'avez-vous apprécié avec la démarche d'Astrid ?
Alors, ce que j'ai apprécié avec Astrid, c'est qu'elle parle de sexualité sans tabou, puisqu'elle est une femme. On sait très bien que dans un monde où des femmes parlent de sexualité librement, on peut être souvent jugé ou pointé du doigt selon le secteur, mais elle en parle parce qu'elle sait de quoi elle parle. Elle est dans le métier, elle est kinésithérapeute, elle a rencontré beaucoup de femmes qui ont eu une thématique et elle a su répondre à ces personnes. Moi, je trouve ça plutôt pas mal puisque, comme elle disait, il y en a qui n'arrivent pas à franchir le cap de parler librement. Je prends l'exemple aussi des femmes qui sont atteintes d'endométriose. On en a parlé l'émission précédente. Ces femmes ont beaucoup de douleurs, peut-être au niveau des rapports, et elle arrive à aider ces femmes à peut-être prendre conscience que non, c'est pas parce que tu es atteinte d'endométriose que tu ne peux pas vivre ta sexualité. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien, puisque je pense aussi que ça peut informer les hommes aussi sur nos désirs, n'est-ce pas? Donc franchement, c'est cette démarche-là que j'ai appréciée. J'ai apprécié, je ne sais pas pour vous, mesdames aussi, autour de la table et même par Skype, Amanda, c'est qu'elle nous disait qu'une sexualité comprise et épanouie, c'est déjà qu'on se connaît soi-même et que ça participe aussi à la prise en main de sa vie et qu'on devient aussi leader de sa propre vie, de ses initiatives à travers une sexualité comprise et sans tabou. Ça vous parle, Maëlle ? Oui, tout à fait. Il me semble qu'une femme épanouie, c'est une femme qui se développe sur plusieurs aspects de sa vie. Il y a le côté professionnel, le côté maternel, mais aussi le côté de couple et le côté totalement personnel. Et il me semble que c'est l'équilibre de tout ça qui permet justement d'être une femme accomplie et une femme qui œuvre dans la société de manière équilibrée. Tout à fait. Alors, Joëlle, vous qui êtes une pédagogue, cette approche justement avec beaucoup d'informations, de pédagogie pour pouvoir discuter de sexualité sans tabou et aussi sans jugement également, vous êtes sensible à ça? Bien sûr, il y a toute une éducation à faire. Déjà, ne pas être soumise au désir de l'autre. Quand on est une jeune fille, une jeune femme, puis une femme accomplie, c'est important. Connaître son corps. Il y a tout un tas de paramètres à l'école déjà qu'on développe au fil du temps, parce que c'est encore un sujet tabou dans les familles, et les familles comptent sur l'école pour accompagner justement leurs enfants sur ces questions. Donc ça se développe aussi sur Instagram avec des professionnels, c'est intéressant. Je trouve très intéressant ce profil parce que c'est une professionnelle. Elle est kinésithérapeute. Tout à fait. On parle souvent de personnes qui sont expertes en tout, coach en tout, et là je trouve ça intéressant d'avoir affaire à une femme telle qu'elle. Et je vois Cindy Bajazet qui acquiesce pendant que vous dites ça, puisque Cindy met souvent l'accent sur ça, de s'entourer de professionnels, d'entendre la parole des professionnels. Une professionnelle comme une kiné, justement, qui accompagne beaucoup les femmes sur des rééducations, bien souvent périnéales, après un accouchement. C'est important qu'on puisse avoir cette parole de professionnel sur un sujet aussi sensible. Oui, puisque en fait, elle est kinésithérapeute, donc elle est plus à même que personne de pouvoir justement parler en fait du corps, des besoins, etc. Et je trouve ça très très important, puisqu'on parlait du tout-bitentologue. Maintenant, il y en a pas mal, et c'est aussi une manière en fait de lui donner une crédibilité, à ce qu'elle dit. Et je trouve que c'est un reportage très intéressant, puisque comme elle le dit aussi au sein du reportage, avant, on a une autre éducation. Nos parents ne nous parlaient pas de sexualité, puisque c'était un sujet tabou. Et quand on parlait sexualité, ça dévie en fait vers des choses pas très glorieuses en fait. Et aujourd'hui en fait c'est une façon aussi de nous connaître, notre corps, de connaître nos envies, nos désirs, et que le partenaire aussi puisse connaître en fait c'est quelque chose, ça va dans les deux sens en fait. Et grâce à cette émission on connaît en fait, on va en fait sur d'autres actions, on voit d'autres personnes, et ça nous permet aussi de savoir qu'il y a des blogs, qu'il y a des sites internet, qu'il y a des personnes sur Insta qui peuvent nous parler de choses, et même si on n'en parle pas ouvertement, ça nous permet quand même d'aller regarder, puis de voir ce qui se passe, et puis d'être informé. Voilà. Tout à fait. Bon, en tout cas, Amanda, merci beaucoup pour cette très belle découverte. On a vraiment
apprécié et c'est vrai que c'est important aussi cet aspect-là qui n'est pas forcément public dans la vie d'une ou d'un entrepreneur. Ça participe également à un certain équilibre qui fait des uns et des autres de meilleurs leaders aussi. On n'en parle pas assez souvent et surtout quand on sait que l'aspect sexuel est souvent diabolisé, qu'il y a tout un mystère parfois qui entoure la sexualité des uns et des autres et avec tout ce qu'il peut y avoir autour du point de vue politique également, comme elle nous le disait, c'est intéressant et on vous invite à aller découvrir le blog et également le podcast d'Astrid, l'exploratrice de l'intime. Merci beaucoup Amanda et puis merci mesdames sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Éclair TV à 20h10 et avant de rendre l'antenne, je profite pour remercier Venom et France Antilles qui nous ont fait l'honneur le week-end qui vient de passer de nous accorder la 4e de couverture, une belle mise en lumière des experts au féminin. À très vite et à bientôt sur Éclair TV et sur nos réseaux.